Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu, le titre à miniature. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit débrief d'étape du Tour de France, la quatrième étape entre Carcassonne et Foix, 281 km 900. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Étape qui était très intéressante à 43 km/h, 525 de moyenne. Étape aussi, surtout, bah, ça s'est joué dans un sprint de 10 coureurs, mais une échappée de 34. Ce qui aurait été assez intéressant parce que déjà, on a un changement de leader au classement général. Changement de leader au classement général, oui, mais il fallait surtout être scandinave pour pouvoir s'imposer à la fois ou être sur le podium, en tout cas de la plus belle des tuniques. Car comme vous l'avez vu, bien évidemment, vous l'avez vu en tout cas, on a eu ce changement de leader entre Tadej Pogacar et Thorsten Tren, qui est plutôt une belle histoire, et Mads Pedersen, le Danois qui remporte sa troisième victoire d'étape sur le Tour de France, sa 12e en grand tour. Pour moi, j'avais le souvenir de 4 victoires l'an dernier sur le Giro, mais c'était 5 parce que j'avais oublié celle de 2023 à Naples, et puis bien évidemment 3. Attendez. Non, du coup, c'est plutôt 5 sur la Vuelta. Pas 5 sur la Vuelta, plutôt. Attendez, sur la Vuelta, on a combien exactement? 4 aussi. Mads Pedersen, le Danois. Alors, c'est un chasseur de classiques et de monuments qui excelle dans la chasse aux victoires sur le Grand Tour. On savait que cette étape, il allait être attendu. Moi, c'était pas une surprise de le voir à l'avant, comme c'était pas une surprise dans les coureurs qui pouvaient être à l'avant de la course. En ce que je pensais en début d'étape, j'imaginais bien évidemment un Quinn Simmons qui était le premier attaquant du jour. Pourquoi pas un Vacek, mais surtout un Pedersen. Vauclin, oui, pour moi, elle était à l'avant de la course. De Bruyne, il avait la possibilité, mais j'imaginais aussi euh, un costume, pourquoi pas, mais surtout un Romain Grégoire à l'avant de la course. J'imaginais Jordan Gigat, mais Jordan Gigat qui n'était pas à l'avant de la course. Le seul qui était à l'avant pour son équipe, c'était Alexandre Dolet. Alors dans l'étape précédente, en débrief, j'ai oublié de mentionner quand même le fait qu'on a eu déjà l'abandon d'Arnaud Delis, mais surtout Arnaud Delis qui allait être hors délai dans tous les cas. Très très loin, malade, mais malade sur le deuxième grand tour consécutif, après déjà le Giro, où il était en souffrance lors des premiers jours de course. On se souvient de cette image où Campenard qui avait pris un bidon pour tenter de le soulager quelques mètres durant les ascensions en Bulgarie. Et également, on est plus que 181, vu qu'on a également eu Callan O'Brien, l'Australien de la formation Jayco Alula, à 46 minutes, qui a été hors délai alors qu'on avait des délais de 37 minutes. Hein. Mais pas bien pour cette équipe-ci. D'ailleurs, du coup, la lanterne rouge chez Marco Haller, la lanterne rouge, et non Arvid de Klein. Mais par contre, on avait quand même eu 3 tudors qui finissent dans les toutes dernières positions. D'ailleurs, la tudor qui n'a eu personne avant la course hier. Assez étonnant quand on sait qu'on est dans une équipe où on a quand même Julien Lafilippe, où on a Marc Hirschi qui aurait pu tenter Michael Storm même s'il était à l'avant lundi, et puis forcément même Trentin, pourquoi pas. Mais bon, on finit avec Trentin, Haller et Arvin de Klein, les trois quand même qui étaient derrière le groupe Eto. Alors Tarling était tout seul, et même derrière Hoop Hart, Jasper Philipsen, Ackermann, Slock, Van der Berge. Philipsen qui était pourtant l'avant de la course. Mais Chappé qui a eu pendant longtemps à peu près 3 minutes d'avance, alors c'est fait très rapidement. En moins de 20 km, on a eu ce groupe de 34. On aurait pu imaginer aussi un Van der Poel à l'avant de la course. Mais groupe conséquent qui s'est formé. Le premier attaquant du jour, c'était Quinn Simmons. Et tout de suite, on a vu que Pedersen avait l'ambition d'être à l'avant de la course. Tout comme, Mathias Vacek, cette formation qui a joué sur du tableau noir. Et résultat tactique parfait. Ici, en direction de Foix, on était à 3 à l'avant de la course. Et j'ai beaucoup aimé le fait que quand Tragnic a tenté d'y aller, on le sait, après un sprint intermédiaire, tout simplement après un sprint intermédiaire, il faut toujours suivre les coups. Et dans le pied de l'ascension qui a suivi, le col de Coudon, des Coudons, on a vu Yann Tragnic tenter de Coudon, pardon, on a vu Yann Tragnic accélérer un peu en facteur dans son style caractéristique à la fois assis sur la selle ou en danseuse, tenter de s'isoler. Il a directement été suivi par un coureur. Ce coureur en l'occurrence c'était Mathias Vacek. Vacek qui n'a pas du tout collaboré avec lui. Et pourquoi on pourrait dire que Vacek ne collabore pas? Bah, tout simplement parce que derrière il avait Mads Pedersen. Et Mads Pedersen, bah forcément, quand tu as lui ainsi que Quinn Simmons derrière, tu te dis, bah non, j'ai mon leader derrière, donc ça, c'est pas à moi de rouler. Et derrière, Pedersen et Quinn Simmons vont se dire, bah attendez, on a un coureur devant, donc c'est pas à nous de rouler. Ce qui fait que les 3 coureurs ont économisé des forces à ce moment-là. Ils ont surtout mis à profit tous leurs adversaires qui devaient rouler, notamment une équipe comme la Wissar qui est à 3 coureurs, je pense, notamment cette équipe-ci, ou l'AIF.
Parce que l'écart a commencé à augmenter, on est passé de 3 minutes, 3 minutes 30 à 7 minutes. Et surtout, alors qu'on avait Torsten qui est à 5 minutes au classement général, il est devenu leader. Alors très vite l'écart est monté, j'ai quasiment jusqu'à 45, 50 secondes entre l'échappée et ce groupe de contre. Mais l'écart a souvent fluctué parce qu'on a quand même eu un moment Alex Kirch qui a relancé et surtout qui a fait l'effort tout seul pour venir alors qu'il y avait une vingtaine de secondes d'écart entre ce groupe-ci et la tête de la course. Alex Kirch a pu un peu soulager Yann Tratnik quand les deux ont roulé, même si ils ont été lâchés très rapidement dans le col de Montségur par la suite. Mais c'était très bien joué de la part de la formation Hydrotrek de ne pas rouler. Du coup, tu fatigues tous tes adversaires alors que tes coureurs, eux, peuvent rouler. Enfin, peuvent rouler, peuvent récupérer un petit peu. Pour le final, col de Montségur, on a quand même eu un Romain Grégoire qui a craqué assez rapidement. Tout comme Ewan Kossu pour sa formation. Alors, on a plein de cartes qui, lui, a voulu attendre Filmsen, mais on lui a dit non, non, tu remontes dans le groupe de tête. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mais Romain Grégoire a craqué assez tôt. J'avais peur que l'étape à un moment soit trop dur alors, parce que Thomas Vauclair expliquait qu'on le voyait hocher de la tête, même s'il était revenu en tête de peloton plus tard. Et pour moi, vraiment, c'était surtout pour Romain Grégoire, une étape qui pouvait lui convenir. Peut-être que Montségur c'était trop long ou alors trop raide aussi, mais après on est quand même sur un parcours de 1700 mètres de dénivelé. Et je pense que la longueur des ascensions a dû le mettre en difficulté. Alors il y aura l'étape du sel qui pourra convenir à Romain Grégoire, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que je suis assez déçu qu'il n'ait pas pu être en mesure de jouer la victoire aujourd'hui. Ce groupe quand même qui s'est retrouvé très rapidement, à peine une dizaine de coureurs, hein. Et on a vu un Kevin Vauclin qui était en difficulté, même s'il a pu revenir. Mais Mats Pedersen qui à certains moments pensait qu'il allait plier, mais il n'a pas rompu. Aidé par un Quinn Simmons parce qu'on a vu du Raúl Garcia Piana ou du Pablo Casrillo tenter d'attaquer. Mais même si les dernières attaques de Pablo Casrillo, on voyait qu'il y avait l'envie et qu'on ne voulait surtout pas arriver groupé, forcément parce qu'on savait que Mats Pedersen avait plus que de fortes chances de gagner. Mais pour cette équipe-ci, on a vu surtout qu'on n'avait plus d'énergie dans le moteur pour la formation Movistar. À chaque fois qu'on relançait, alors on était à deux quoi, notamment sur le sommet, Castrillo accélère, Marco Frigo passe en tête à Montségur, mais il est revenu en Sahara, il y avait Raúl Garcia Pernay. On aurait pu utiliser ce surnombre-là, en tout cas d'être à deux dans un groupe de 5. Alors forcément, bah, quelques mètres derrière, tu avais un autre groupe de 5 avec quand même 3 coureurs de la formation Lidl Trek qui ont assuré le train. Voilà, Vacek a contrôlé pendant longtemps et suivait les coups de la formation Movistar. C'était très intéressant de voir Quinn Simmons s'occuper de Marco Frigo ou de Kevin Vauclair. Mais alors certes, De Bruyne a moins tenté de trucs comme Frigo. Contrairement à Monségur, Frigo a un peu accéléré. Mais Kevin Vauclair, c'était assez dur pour lui dans le final. Enfin, on l'a vu un peu craqué, même à certains moments, il a essayé de la jouer tant tactique, mais surtout la jouer un peu filou, de dire là, je suis un peu plus à l'arrière, pas très bien, je prends un bidon, tout ça. Aussi, il a voulu faire à l'intérieur sur le dernier virage pour essayer de sortir à l'extérieur avec un surplus de vitesse. Mais Mats Pedersen a beaucoup mieux, enfin, on a bien reconnu et bien travaillé du côté de la Net Company, mais Mats Pedersen a mieux lu peut-être cette trajectoire-ci et à la relance, impossible à battre. Mats Pedersen, honnêtement, au sprint, il était injouable aujourd'hui. Le Danois qui remporte sa troisième étape en ligne sur le Tour de France, doublé Lidl Trek avec Quinn Simmons qui finit deuxième également. On avait peut-être les trois plus rapides de ce groupe-ci avec quand même également Quinn Simmons qui s'est imposé sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes cette saison. Le champion des États-Unis qui a quand même qui s'est imposé, c'était du côté de Montron-les-Bains. Et ce jour-là, à l'avant de la course, on a eu un dernier relais de Pablo Casrillo pour permettre à échapper d'aller à l'avant de la course, enfin d'aller au bout, euh, avec Raúl Garcia Piana qui était encore présent. Mais c'est vrai que du côté de cette formation Movistar, on était très offensif, alors ça n'a pas marché. On a tenté, comme sur le Giro si ça n'avait pas marché, que ce soit avec Henrik Mas sur une étape battue par Narvaez, mais surtout pour cette équipe, on avait tenté pour un certain Or, Luis Aular, ça n'avait pas marché non plus. Mais on est quand même très offensif. Du côté de Kevin Vauclin, ça peut lui permettre de remonter un peu le moral et la confiance de voir qu'il est capable quand même de peser sur le final d'une étape du Tour de France. De voir qu'il est capable de prendre cette échappée-ci. Alors, il peut remonter au classement général. Vauclin, même s'il ne le joue plus, il doit être à 8 minutes au général déjà ce soir. Enfin, il est à 16 minutes de Torsten Tran, mais à 8, oui, de Pogacar. Mais non, il remonte à quelle place d'ailleurs Vauclair, il remonte 37ème. Mais ouais, ça a été quand même un tour qui était assez compliqué depuis le début pour lui. Donc forcément, ça va pouvoir le remotiver. Alors il finit 6ème aujourd'hui. Sean Quinn 7ème, on est à 28 secondes au maillot jaune pour lui. Est-ce qu'il y aura la possibilité pour le récupérer par rapport à Torsten Tren? Mais c'est vrai que du côté de cette formation, à un moment, je pensais qu'on allait peut-être faire rouler que Senhauser
pour Michael Valgren, mais le problème c'est que du côté de cette formation-ci, on a sacrifié 2 coureurs très rapidement, donc Valgren qui est vainqueur de la 17e étape du dernier Giro, et d'une étape sur Tirreno, mais Michael Valgren qu'on a sacrifié rapidement, tout comme Kirk Snyder, ce qui fait que Sean Quinn se retrouve assez tôt seul dans Montségur par rapport au coureur de la Lidl Trek. Alors est-ce que c'est paniqué? Bah, c'est sûr qu'on voulait jouer le maillot jaune, mais Torsten fallait lui distancer, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Même à un moment, il pouvait perdre 2 mètres, mais il était quand même bien présent. C'était son étape pour lui. C'est bien mérité pour ce coursier, vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse. Mais on se souvient de cette histoire où sur un contrôle antidopage, on lui a diagnostiqué assez rapidement qu'il était atteint d'un cancer des testicules. Et il a surtout pu, à ce moment-ci, être pris en charge à temps. Il est revenu après. Et l'an dernier, 9e du dernier Tour d'Espagne. Et également porteur du maillot rouge aussi. Et ça a énormément compté pour lui. Il porte 2 maillots leaders sur 2 grands tours différents. Alors il pourrait potentiellement le conserver déjà au Tourmalet. Enfin au Tourmalet, il y aura un Nigel parce que si les favoris du général ne jouent pas totalement l'étape, enfin ne tentent pas, j'ai envie de dire, de grandes manœuvres, et puis même s'ils tentent de grandes manœuvres, potentiellement il ne pourrait pas perdre 8 minutes. Parce qu'au général, il y a sur Pogacar, c'est 7,53, tout comme Vingord. Et il pourrait être encore en jaune à Ussel. En plus, cette équipe Uno X pourrait rouler, alors forcément contre la course. Alors ce sera quand même en partie aussi la UAE, je pense, et la Visma sur l'étape de Gavarnie-Gèdre, parce que cette équipe est peut-être moins formée à porter un maillot jaune. Alors il y a quand même du Magnus Kortnissen, du Jonas Abrahamsen qui seront là pour rouler, Anton Charmig, mais c'est vrai qu'on a aussi Johannessen. Johannessen qui du coup se retrouve quand même à plus de 9 minutes de Torsten Tren. Alors il jouera toujours, il est toujours leader, Johannessen, mais on peut avoir toujours ces deux coureurs-ci qui se bagarrent pour le classement général. Du côté de la course, ben, on avait tenté avec Alex Kirch, mais Yann Izagirre, c'était peut-être. Alors oui, c'est un type de profil bas, enfin en tout cas le type d'étape baroudeur, ça lui convient, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'était peut-être pas assez difficile pour lui, malgré la température, mais c'est vrai que pour Yann Izagirre, peut-être pas assez de dénivelé positif. C'était une échappée surtout en costaud. Euh, Ouais, Michael Matthews également un craqué. Après, Michael Matthews, c'est plus forcément le type d'étape. Enfin, ça reste assez limite pour lui. Et puis, Michael Matthews, faut pas oublier aussi que il a seulement 19 jours de course. Ah, parce qu'il s'impose au Grand Prix à la Ruta de la Ceramica. Oui, mais après, il ne court pas pendant longtemps suite à une fracture des deux poignets. Il reprend sur le Tour Rhône-Alpes où il fait 5 étapes, puis après Tour de Suisse où il fait 5 étapes. Et la condition va peut-être être montante. Après, il a plus de fraîcheur peut-être que d'autres coureurs. Ce qui pourrait être assez intéressant sur cette fin de Tour de France aussi pour l'Australien, quadro-vainqueur étape sur le Tour de France. Michael Matthews, il y a combien d'étapes sur les grands tours? 3 sur le Tour de France, 3 fois en Grand Prix de Québec 2024, 2019 et 2018. 3 fois sur la Vuelta, vainqueur d'étape sur le Giro en 2023 également, en 2015 et 2014, 2014 en moyenne montagne et 3 fois sur la Vuelta aussi en 2013 et 2014. Donc 9 victoires d'étape sur les grands tours pour l'Australien. 10 ans après sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Mais voilà, après du côté de la UAE, c'est vrai qu'on a fait rouler à la fois un peu Nisprit euh, ou tout simplement Florian Vermeersch. Mais on a dépensé un petit peu d'énergie encore avec Nisprit forcément parce que cette équipe devait contrôler la course. Nisprit peut-être pas si rien que cela. Après on a quand même eu aussi Vermeersch qui a roulé. On a dépensé beaucoup d'énergie avec les deux rouleurs infatigables pour cette formation. Mais dans l'étape qui était assez intéressante, surtout on a quand même quelques équipes, on peut penser à la Tudor qui a personne avant, même la Astana, alors Velasco est retombé de nouveau, mais on n'a pas de Terrada qui était à l'avant de la course la veille, ni de Sergio Higuita. Assez étonnant pour une équipe qui joue les victoires étapes. Alors la Ligue de Trek, elle a toujours couru derrière la UAE, en tout cas derrière Nisquit ou Florian Vermeersch, on avait directement la Ligue de Trek, puis la Decathlon CMA-CGM qui arrive ici. Pour Paul Sexas et Lenny Martinez, rien à dire réellement. Alors Lenny Martinez avait un point mécanique ce qui faisait qu'il était en dernière position du peloton. Mais enfin, quand j'ai rien à dire, pas de problème pour eux. Étape qui s'est bien déroulé, pas de temps perdu sur les principaux favoris. C'est toujours important cela. Également du côté de Vingord, on a quand même bien ménagé l'équipe, surtout qu'on a quand même Armirail. Bah, j'ai l'impression que oui, attendez, du côté de la Visma Bike, on a surtout les 8 qui finissent ensemble quasiment. Ouais, c'est ça, on a les 8 qui finissent ensemble.
Donc, ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour eux. Du côté de la Décathlon SEM ACGM, on est quand même à 5 à ce moment-là de la course. Mais oui, surtout, bah, les 8 arrivent en somme du côté de la Visma, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, pour le fait qu'Armirail puisse suivre ce peloton qui arrive à 13 minutes. Pour les délais, Philipsen finit quand même assez loin, donc est-ce qu'il est pas mal entamé? Après, il a pris pas mal de kilomètres d'avance sur les délais, donc ça le faisait pour lui sans trop de difficultés pour plus d'un quart d'heure, mais il finit quand même derrière Guirmeil. Et le principal groupe Eto, après, bon, ils finissent à 30 secondes, donc il n'y a pas réellement de danger. On avait également Casbol, le Levcoin dans ce groupe-ci. Richie Tilo a fini dans le bon groupe pour lui qui était blessé de la veille. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas de Barguil aussi à l'avant de la course. La Picnic Poissonnel, oui, qui avait amené Franck Grandenmo, qu'on a eu du mal à peser. Après, bon, c'est pas étonnant de voir cette équipe-là à l'avant de la course. Mais même oui, Raoul Garcia Pierna, Quinn Simmons, ça on l'a dit. Je m'attendais peut-être à ce qu'un De Bruyne attaque un peu plus sur Marco Frigo. C'est surtout la Moïsa qu'on tentait à chaque fois de relancer. Le problème étant pour la Moïsa, c'est qu'on manquait d'énergie à un moment. Et que le fait que cette lead trek soit à 3 était impossible à passer parce que Vacek contrôlait pendant qu'on avait. Enfin, qui roulait surtout pendant qu'on avait un derrière un coureur quand même comme Quinn Simmons qui était en contrôle et qui surtout pouvait attaquer. C'est ça aussi la principale donnée, c'est que peu importe ce qui se passait presque pour cette formation-ci, l'on était très très bien positionné. J'ai parlé, pour moi c'était ce qu'il fallait faire, de mettre un coureur en avant-course pour empêcher derrière, enfin pour ne pas rouler derrière, et puis derrière, imaginons que ce duo-là avait encore un petit peu d'avance au pied de Montségur, on relance avec Castrillo par exemple, et ben on pouvait voir un Quinn Simmons qui également suit ce contre-ci, pouvoir avoir des coureurs dans tout, à chaque position de la course. Du côté de la Ligue Trek, on a joué sur du vélo, on fait quand même le doublé. Pour Mats Pedersen qui prend le maillot vert. Alors je pensais que c'était 30 points, parce que je me suis fié à Français qui parlait des coefficients, il disait que c'était une étape à 30 points aujourd'hui. Mais je me suis bien rappelé qu'on avait augmenté le nombre de points à 50 sur certaines étapes de catégorie 2 déjà l'an dernier, notamment Boulogne-sur-Mer. Ce qui fait que Pedersen prend 50 points là et au sprint intermédiaire 16 avec le nouveau barème. Ce qui fait qu'il en prend 66 sur cette étape-ci et qu'il est tout simplement à 103 points. Alors que Guillermin qui est le premier des sprinters est à 39. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'il a quand même 64 points d'avance. Et sur Philipsen il en a 73. Alors je rappelle que c'est 70 points pour le vainqueur de l'étape aujourd'hui à Pau, qui sera sous la canicule également. Première arrivée pour Sprinter, mais c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal pour Mats Pedersen. D'avoir un peu d'avance, presque 50 points également d'avance sur Tadej Pogacar, donc on prend un petit break. Est-ce que c'est pas la première fois de sa carrière qu'il porte le maillot vert sur le Tour de France, Pedersen? Parce que il a remporté 2 fois le maillot vert justement de la Vuelta en 2022 et 2025 l'an dernier. L'an dernier, il remporte le maillot de Ciclamini Giro avec 4 victoires étapes. D'ailleurs, cette formation Lidl Trek avait remporté aussi le maillot vert du Tour de France, donc on a quand même remporté les 3 classements par points l'an dernier. Mais pour Mats Pedersen, oui, c'est quasiment parfait pour lui. C'est sa première victoire de la saison. Parce qu'on se souvient de sa quatrième place à Milan-San Remo qui survient juste après son abandon et sa fracture du poignet sur le Tour de la Communauté de Valence. C'était pour son retour. 9e à l'E3. À travers la fin, il finit 10e. 5e au Tour des Flandres. On disait c'était surtout que ça faisait pas mal au poignet les pavés au fur et à mesure des kilomètres. 7e à Paris-Roubaix. Et sur le boucle de Havane, il y a une 7e et une 2e place. 4e du général. 7e au championnat du Danemark du chrono et à Barcelone, sur l'épreuve sur route, il finit 5e. Mais première victoire pour lui de l'année, on sait qu'un sprinter ça marche à confiance et là ça pourrait lancer une très très bonne dynamique en ce qui le concerne, leader de ce classement-ci. Alex Bonin, toujours maillot à poids, à 2 points d'avance sur Molinard. Alors il n'y aura que 1 point à prendre sur l'étape du jour. Du côté du maillot blanc, c'est Mathias Vacek qui le prend, à 4 minutes et 16 secondes d'avance sur Ramsès De Bruyne. Les deux qui passent devant Del Toro, Ayuso Sexas et Lenny Martinez. Mais plutôt bien pour Mathias Vacek, troisième du dernier Tour de Suisse, qui était équipier modèle depuis le début du Tour de France, parce qu'à Barcelone, il fait le pied, enfin il est là pour replacer son leader au pied de la dernière ascension du château de Montjuic. Aux Angles, il est également présent pendant très longtemps, jusqu'au premier contrefort de l'ascension finale d'un kilomètre 600 à 1 km 700 à 6,6% de loin. Il était encore là dans les premiers contreforts quand tout le monde essayait de se replacer, tout comme d'ailleurs Ramsès De Bruyne. Qui remonte dans le top 10 pour le coureur de la formation Alpecin avec un peu d'avance. C'est plutôt bien pour ses coursiers. Puis du côté du classement par équipe, là, il Trek qui repasse devant. Mais ont un sacré matelas d'avance. Parce que le fait qu'ils avaient. D'accord. C'est pas ce que je voulais, avoir le son ici, mais c'est une bonne opération de créer cette équipe. Parce que la Lidl Trek a 19 minutes d'avance sur la Red Bull.
Mais la UAE est à 32 minutes. Alors, c'est sûr que la UAE ont McNulty, ont Adam Yates et ont toujours Tadej Pogacar avec Del Toro. Il est à combien de temps, Adam Yates? Adam Yates, il est à 13 minutes au général du coup. Et oui, bah Quinn Simmons, c'est pas très loin derrière, il a 3 minutes quand même. Mais vu qu'il y a Ayuso 9ème et que du côté du classement par équipe, on a également Skelmos qui est 18ème avec la 3ème place de Mathias Valchek, on a pas mal d'avance. Parce que le 3ème UAE, c'est Damien, c'est McNulty, qu'on n'oublie pas, il est à 17 minutes. Et les deux ont moins roulé hier. Euh, Même s'ils font quand même les premières pentes au début des angles, et surtout les angles, c'est Del Toro qui le fait à fond. Quasiment, ils avaient passé un court relais, malgré le fait que McNulty ait quand même fait 2 tours en tête à Barcelone et que dans la dernière sortie du Château de Montjuic, on a eu un beau relais aussi quand même d'Adam Yates. Mais changement de leader au classement général avec Thorsten Trail qui pourrait le conserver potentiellement. Alors faudra faire gaffe peut-être à Sean Quinn. Est-ce qu'il peut aller trop 50 sur Vacek? Pas totalement sûr. On se déleste du poids de la course du côté de Pogacar qui ne s'impose pas hier, mais surtout qui perd aussi le maillot jaune et le maillot vert. Donc pas de protocole pour lui. Tout comme Isaac Del Toro avec la perte de maillot blanc. Ce qui fait que Pogacar, forcément, quand tu remportes l'étape, plus le maillot jaune ainsi que que le maillot vert, ça rajoute du temps de protocole et d'interview. On rappelle que quand il est du classement général, c'est toujours 1 heure en moins de récupération. Le fait que tu arrives en retard à l'hôtel, même si c'est plus difficile pour le massage, t'es pas dans le même véhicule que les autres aussi. Les autres sont dans le bus, alors toi tu es dans un véhicule d'équipe. Mais aussi pour le repas, ça peut poser problème à certains moments. Donc effectivement, pour Pogacar, alors il en a l'habitude, mais 1 heure de récupération, quand tu multiplies le nombre de jours de course, sachant qu'on est sur un Tour de France, on le rappelle, caniculaire, qui aura plus qu'un impact euh, sur cette épreuve et sur la récupération des coureurs. Pour Isabelle Del Toro aussi, alors Pogacar, déjà le vainqueur de l'étape, pardon, le leader du général, c'est 1 heure, mais il faut rappeler le vainqueur de l'étape aussi et le maillot vert. Et puis Del Toro qui perd le maillot blanc. Pogacar n'a jamais porté le maillot vert, même par procuration. Lui qui, on rappelle, a aussi eu la particularité après en protocole de quand même être de la 13e étape du Tour de France 2020 jusqu'à la dernière de 2023, porteur du maillot blanc sans discontinuer. À la fin de chaque étape, même à la fin des premières étapes, il l'était quand même à cette époque-ci. Vainqueur à 4 reprises de ce classement, soit une de plus que Jan Ulrich et Andy Schleck avec le record Pogacar, qui peut remporter toujours son 5ème Tour de France, mais qui porte le maillot jaune une journée. C'était non pas le 63e jour en jaune comme que je pensais tout à l'heure, mais j'ai dû confondre avec ce que le français disait. Peut-être en parlant d'autre chose, mais surtout le 55e pour le Slovène, qui le laisse, et c'est vraiment bien pour cette formation de siècle, Traen, euh, pour la Inuit qui porte par rapport à ce maillot jaune, qui ont fini 6ème l'an dernier, mais également vainqueur d'une étape sur le Giro avec Frédéric Verns du côté de Milan, mais aussi vainqueur l'an dernier avec Abrahamsen d'étape du côté du côté bien évidemment de Toulouse. Et puis cette équipe a quand même eu aussi la particularité enfin finir 4ème sur Tirreno Adriatico et 3ème sur du Pays Basque, ainsi que 5ème sur le Tour Rhône cette année avec Jonassen qui avait fini 4ème l'an dernier de cette épreuve-ci. Mais voilà, c'était une étape qui reste quand même assez intéressante. Aujourd'hui, étape pour sprinter en direction de Pau. Et puis moi, je vous dis qu'on se retrouve peut-être ce soir ou demain matin. Et c'est vrai que à chaque fois, j'oublie, mais on va peut-être parler quand même des audiences télé du Tour de France aussi. Il y a des choses intéressantes. En tout cas, c'était Cyclisme 3D. Continuez la prochaine, ciao.